Donc voilà, ben, je vous remercie pour votre présence et pour cette visio sur l'alternance, donc on a souhaité faire un partage d'expérience sur la notion d'alternance de manière assez généraliste pour discuter finalement un peu de toute la problématique qui environne l'alternance. Donc, je voudrais remercier pour ça la présence de Monsieur Laborde de la direction des sports qui est venu finalement nous écouter pour finalement effectivement avoir un petit peu une oreille par rapport à tout ce qu'on vit nous dans le CREPS ou au niveau des trajets ou au niveau des fédés sur nos petites idées qu'on peut faire remonter ou on peut échanger ou les questions qu'on pourrait avoir concernant tout ce qui est lié de près ou de loin à l'alternance. Donc, moi, ce que je vous propose pour commencer, c'est finalement une petite présentation assez succincte de ce que j'ai proposé en fait au sein du CREPS de Bourgogne-Franche-Comté. Donc, vous allez voir qu'on va rentrer dans le vif du sujet, puisque Peut-être pour me présenter, donc Mickaël Laborde et je suis en charge de l'alternance, plus particulièrement de l'apprentissage au sein du bureau des S3B, à la direction des sports. Voilà, tout simplement. ah oui, oui, super, parce qu'effectivement, s'il y a des questions qui ont lié à l'apprentissage, alors effectivement, ça sera effectivement le bienvenu, hein. Je pense qu'on ne se connaît peut-être pas tous d'ailleurs. Donc, je vais présenter déjà aussi vis-à-vis de ceux qui ne me connaissent pas. Donc, moi, c'est Cyril Adam. Donc, je travaille pour le RNSPF et j'étais auparavant directeur d'un AirFan pendant 17 ans et membre de la Fédération française de natation en tant qu'élu. À ce titre-là, donc j'ai géré pas mal de formations et j'ai aussi accompagné, j'ai travaillé auparavant au CREPS de Franche-Comté qui n'existe plus. Là maintenant, effectivement, je travaille pas mal avec le CREPS de Bourgogne-Franche-Comté aussi. Et pour pallier à la problématique du temps que prend finalement la coordination de formation et la problématique d'alternance, j'ai créé un poste au sein du CREPS, enfin, plusieurs postes qui s'appellent les coordinateurs d'alternance, qui vient seconder le coordonnateur de formation. Je m'explique. Vous avez le coordinateur de formation qui est référencé au-dessus de la DRAGES, qui est chargé de gérer la formation de A à Z et de respecter finalement le cahier des charges identifié dans le dossier d'habilitation. Et la problématique, c'est comment optimiser finalement la qualité et la quantité. C'est-à-dire qu'en gros, comment augmenter finalement la capacité de coordination de plusieurs formations sans que finalement la coordination d'alternance chute au niveau de la qualité. Donc, ça, c'était la première question, le premier problème. Et le deuxième problème, moi, je viens de milieu natation et on m'a demandé de gérer de l'APT. Donc, forcément aussi, ce n'est pas mon domaine. Donc, l'idée, elle était la suivante, en fait, c'est de séparer finalement les métiers qui consistent à coordonner une formation sous le terme finalement ingénierie de formation globale et le fait de finalement créer du lien avec les structures, créer du lien avec les tuteurs, le maître d'apprentissage, et finalement arriver à travailler non plus sur une équipe à deux, à trois, je veux dire le stagiaire, l'organisme de formation et la structure, mais à quatre, le stagiaire, l'organisme de formation, la structure et un coordonnateur d'alternance. Alors, en réalité, sur ce concept, je suis parti sur… l'idée était de partir sur un coordonnateur d'alternance pour 5 stagiaires maximum. C'est-à-dire que ça correspondait finalement à un temps de travail pour 5 stagiaires qui étaient identifiés. Pour la première fois, on était à 25 heures par stagiaire sur l'année. On est descendu à 20 heures. On pourrait même descendre encore un peu en fait, avec l'expérience sur le nombre d'heures que l'intervenant extérieur va être amené à faire pour coordonner l'alternance. Alors, cette coordination alternance, elle reprenait plusieurs choses. Alors, déjà, pour moi, première chose, le choix des coordonnateurs d'alternance. Ce sont des personnes qui, à la fois, ont une parfaite connaissance du terrain. Donc, quand j'entends terrain, c'est-à-dire des gens qui sont dans le métier concernant le BP mis en place. Le choix de l'organisme de formation, c'est-à-dire la personne doit connaître l'organisme de formation. Donc, nous, c'était finalement des anciens stagiaires qui étaient très impliqués et qui étaient déjà formateurs au sein de la formation.
Donc, et ça, c'est aussi, vous comprenez bien toutes les problématiques Calliope, c'est-à-dire qu'on en arrive à ce que le coordonnateur d'alternance ait connaissance du process Calliope de l'organisme de formation et la connaissance parfaite de la formation, d'où le fait que finalement, l'ancien stagiaire qui est devenu le formateur, qui devient par la suite coordonnateur d'alternance, ça a du sens. Et ce coordonnateur d'alternance, en fait, il était missionné sur plusieurs choses. Première chose, concernant le lien avec la structure, c'est tout ce qui est prise de contact avec la structure et le tuteur et le maître d'apprentissage. Et quand je dis prise de contact, c'est-à-dire qu'on demande aussi au coordonnateur d'alternance d'aider le CREPS à trouver une structure. C'est-à-dire qu'il n'est pas simplement là une fois que la formation est là. Il a normalement, le coordonnateur d'alternance, il a un réseau. Il fait bénéficier finalement l'organisme de formation sur ce réseau pour finalement placer des stagiaires. La deuxième étape, c'est effectivement l'accueil du stagiaire au sein de la structure. Visite de stage. La visite de stage, même si moi j'adore faire ça, c'est quelque chose qui a été délégué effectivement au coordonnateur alternance. Alors, sous quelle manière? Ça peut être en visio ou en présentiel, mais l'idée était clairement que lorsque le coordinateur d'alternance réalise sa visite, il fait l'accueil du stagiaire, mais il engrange le début finalement de l'accompagnement du stagiaire sur toute la formation. Ça va de l'inscription aux plateformes de formation. Alors, vous connaissez tous vous avez chacun vos problèmes sur le plan Calliope. Mais si je prends l'exemple du CREPS de Bourgogne-Franche-Comté, on a le logiciel local pour les formateurs où ils déposent leur CV. On a Caroline Connect pour tout ce qui est finalement le suivi pédagogique des formations, basculer les contenus et les questionnaires de suivi d'alternance avec les tuteurs. Et on a Slack, qui est le canal qu'on a choisi d'utiliser pour la communication de tous les jours avec le tuteur, la structure, les stagiaires, tout le monde, où il y a un canal séparé pour les coordonnateurs d'alternance pour créer cet échange entre moi et les coordonnateurs d'alternance sur finalement le suivi régulier de la formation. Ça, c'est la première chose. Donc, c'est-à-dire qu'en gros, à l'issue de cette première visite, les tuteurs, les directeurs de structure doivent être connectés et connaître la formation. Ça a été la première étape. La deuxième étape, nos coordonnateurs d'alternance, cette fois-ci, la formation a démarré. C'est eux qui sont chargés d'aller évaluer les EPMSP des stagiaires au sein de la structure avec les tuteurs. Donc, il y a ce temps de mise en place des EPMSP qui est mis en place et après, ça s'organise avec le coordonnateur alternance. Alors, je tiens à préciser qu'à chaque fois, le coordonnateur de formation est tenu informé de tout ce qui se passe. Voilà, c'est la logique. C'est-à-dire que le coordonnateur de la formation doit être, on va dire, doit contrôler l'ensemble des choses. Alors, les 15-20 heures, pour la réponse d'Élodie, oui, c'est 15-20 heures par an, par stagiaire. 15-20 heures par an, par stagiaire. Donc, ce qui fait déjà pas mal. C'est-à-dire, vous comptez, il faut compter 1h30 pour les EPMSP, il faut compter 2 heures à peu près par visite de stage. J'en veux 2. J'en ai mis 2 sur le dossier d'habilitation, donc il faut 2 visites de stage. Donc, ça fait 4 heures, ça fait 5h30. Il faut vous verrez, en fait, c'est un cumul de temps, en fait, au final. Autre chose, les EPMSP, donc ça, c'est fait. Il y a tout ce qui est questionnaire de suivi d'alternance avec les tuteurs. Moi, j'ai mis en place des questionnaires trimestriels où il y a effectivement une exigence de remplissage de questionnaires trimestriels sur Caroline par les tuteurs. Il y a un délai de 15 jours pour remplir ces questionnaires. Les coordonnateurs d'alternance sont chargés de créer la relance auprès des tuteurs et des maîtres d'apprentissage pour que ces documents soient complétés en temps et en heure. Voilà, donc ça, c'est une grosse perte de temps pour un coordonnateur de formation de rester en contact avec la totalité des personnes qui sont là au niveau de l'alternance, le tuteur, le maître d'apprentissage, le directeur de la structure, pour justement ces problèmes administratifs. Ce n'est pas une perte de temps pour le stagiaire, ce n'est pas une perte de temps pour construire sa formation, mais par contre, pour le plan administratif, on peut perdre beaucoup de temps là-dessus. Donc, c'est le coordonnateur d'alternance qui est chargé de faire ça. Et le troisième point, le coordonnateur d'alternance va gérer la planification des certifications UC3 pour les 5 stagiaires qu'il a, x2, puisqu'il y a 2 épreuves certificatives en UC3, donc c'est les 10 épreuves certificatives. Donc, on a un fichier commun
où effectivement j'ai un visuel avec des dates à respecter sur qui sera certifié quand, les 3 propositions de date du stagiaire validées par les tuteurs, le coordonnateur d'alternance qui choisit les jurys, je valide, sur la liste des évaluateurs qui a été précédemment validée par la DRAGES. Donc, tous ces documents, en fait, le coordonnateur d'alternance, après, me fait remonter l'ensemble des documents. C'est-à-dire qu'en fait, le coordonnateur de formation, il est là pour globaliser l'ensemble, créer du lien finalement entre tous les intervenants au niveau de l'alternance, gérer la totalité de la partie cours au sein du CREPS, forcément, gérer la problématique financement des intervenants, des auto-entrepreneurs au sein de la formation, la réservation des salles, la réservation des gymnases, la réservation des véhicules pour que les coordonnateurs d'alternance puissent faire leur visite de stage ou les certifications. Il y a le suivi des différentes épreuves certificatives qui sont réalisées sur le CREPS, UC1, UC2 et UC4 qui sont conservés par le coordonnateur de formation, et tout ce qui est suivi des relations de DRAGES et la veille complète liée au diplôme. Voilà. Donc, on libère tout le temps de l'alternance du coordonnateur de formation pour se concentrer finalement sur, on va dire, le respect du cahier des charges du dossier d'habilitation, le respect des contenus qui ont été identifiés, le respect des exigences Calliope de l'organisme de formation, pour derrière, en plus, à mon avis, à mon humble avis, optimiser finalement la qualité de l'alternance et des relations qu'on a avec les structures. C'est la première année qu'on a mis ça en place. La formation s'est terminée. On a déjà fait le bilan. Le bilan est très positif puisque finalement, ça nous a permis d'optimiser les outils qu'on avait. C'est-à-dire que, par exemple, on avait du mal finalement à créer des outils d'amélioration continue avec les structures qui étaient pertinents par rapport au déroulé de la formation. Et je crois qu'on a réussi à optimiser ces outils-là. Deuxième chose, la communication immédiate qui est réalisée via Slack, qui nous a permis de mettre en place, enfin, on a plus de 11 600 messages dans l'année qui ont été faits pour la formation. Donc, 11 600 messages de la part de tuteurs, de stagiaires, d'intervenants. Tout le monde rentre dans le canal et il fonctionne. Et on a une utilisation également pour l'ensemble des intervenants également sur Claire Online Connect. Le taux horaire pour le coordonnateur d'alternance, on a considéré que c'était du temps de cours. Donc, c'est le tarif qu'on a identifié. Voilà cette présentation qui vise finalement à lancer un petit peu le débat de votre côté. Voilà, on a toujours cette problématique, effectivement, quand on est coordonnateur de formation, de mettre en place une alternance qui est viable sur le long terme et pertinente. Alors, je ne vais pas vous dire qu'il y a que des points positifs, il y a des points négatifs. Le point négatif, c'est de l'argent perdu dans le budget. C'est-à-dire, enfin, perdu sous le sens où c'est une dépense qui n'était pas prévue initialement. Mais il ne faut pas oublier le temps que vous avez gagné en tant que coordonnateur de formation qui vous a permis de gagner quand même finalement du temps pour gérer d'autres formations. Et c'est ça le bénéfice. C'est-à-dire que c'est ici. Alors, pour moi, le bénéfice était double. C'est que j'avais du temps pour gérer d'autres formations et donc pour faire augmenter les rentrées normalement financières au niveau du temps de formation. Et la qualité des relations avec les structures a été optimale. Voilà, je suis à votre écoute. Moi, je vais commencer. Écoute, Cyril, merci pour cette présentation parce qu'elle tombe à pic. Dans la mesure où c'était ma préoccupation. Là, je suis en train de préparer, comme tout le monde, la rentrée prochaine. Et j'essayais de me dégager du temps, mais je ne savais pas trop comment m'y prendre. Je réfléchissais, moi, à des coordos UC1-2, à des coordos associés UC3. Et c'est vrai que je n'étais pas partie du tout sur ce terrain-là. Ça m'éclaire vachement, en tout cas, et je me dis que ça peut répondre à une problématique puisque
Me concernant, quand tu parles de pouvoir se démultiplier ou pouvoir coordonner plusieurs formations, c'est un peu le cas de ce qui se passe dans les établissements. Et pour ma part, on commence à me charger, à me recharger, à me recharger. Donc, à un moment donné, ça bug, on fait des erreurs, on oublie de faire des choses. Et d'un autre côté, on n'a pas envie de lâcher non plus ce qu'on faisait avant. Pour ma part, moi, je suis coordonnatrice des activités aquatiques et de la natation. Donc, avec un BPAN et un CAEPMNS au départ. Et là, en 2 ans, en charge de travail supplémentaire, je réponds depuis 2 ans aux appels à projets aisance aquatique. Donc, tous les 2 mois, j'ai des sessions d'aisance aquatique à monter. Je suis en attente de savoir si le projet d'Effinium va passer, mais il y aura aussi cet aspect-là de ma charge de travail. Et la DRAGES me demande de réfléchir à un DEGEPS. Donc, oui, moi, oui, j'aime tout, mais ça me donne quand même des bonnes idées pour me dégager du temps. Alors, c'est une solution, bien sûr, mais ça ne sert certainement pas la seule, hein. Ça a créé un vrai débat au niveau de l'établissement local. Savoir, il y a plusieurs solutions qui ont émergé. Il y a la solution d'embaucher quelqu'un qui sera chargé d'organiser toutes les épreuves certificatives. C'est cette solution aussi qui a été réfléchie, mais qui finalement s'avère plus compliquée à mettre en place, puisque pour mettre une épreuve certificative en place pour un BPAF, si tu n'es pas spécialiste, tu auras peut-être du mal à trouver finalement les personnes qui répondent ou le bon jury adapté à… Donc, ce n'est pas si simple que ça, en fait, de trouver une personne. Et donc, ça, c'est un tarif que vous avez voté en CA, je suppose. En fait, on n'a pas fait de nouveaux tarifs, en fait. On a utilisé le tarif. C'est un tarif horaire, oui. Mais bon, c'est une nouvelle mission quand même, ce n'est pas une heure de cours. C'est une nouvelle mission, oui, complètement. Oui. Mais parce que dans les CREPS, je ne sais pas ce qu'il en est pour vous, hein, mais on a appris aussi à faire appel maintenant de plus en plus à du personnel extérieur. Je vous rappelle que depuis avant, j'étais personnel extérieur. Donc, j'étais personnel extérieur embauché par le CREPS, missionné pour coordonner des formations. Donc, oui. Donc, en fait, c'est-à-dire que c'est la même chose, en fait. C'est au lieu de qu'on te missionne pour coordonner une formation, on te missionne pour coordonner de l'alternance. Oui. Ouais. Alors, vous avez d'autres expériences à proposer, non, par rapport à vos établissements? Comment ça se passe? Alors moi, j'avais une petite question. Alors nous, au CREPS, on avait des cordeaux sur un taux horaire qui était un petit peu moins. Je crois qu'ils étaient à 20 euros. Donc nous, on va peut-être revoir ça parce que c'est vrai que c'est pas forcément, pour une visite, c'est pas forcément très attractif. Oui. 20 euros de beurre. Parce que sachant que sur un BP, je ne sais pas combien vous êtes, nous ici, on doit être à 50 euros parce que c'est un petit peu majoré. Mais il me semble on est sur 30 ou 35 ou 40, je ne sais plus, en métropole. Vous pouvez me confirmer? Non, non, moi je ne vous confirme pas du tout. On est bien dans ça. On doit être à 26. Ah ouais, d'accord, ok. Donc, on est à 50. Je ne sais pas les autres établissements, mais on est… 27, voilà, donc c'est pareil. Je confirme, on est plus dans ce tarif-là aussi. Ah oui, d'accord. Bah, on va changer d'île. Voilà. Faut devenir prestataire. Moi, sur mon île, l'heure de cours pour un vacataire, c'est 29 et prestataire 40. Alors, les prestataires, effectivement, sur un BP, on monte max à 40, mais on négocie plutôt à 35. Oui, mais nous, la vie est chère. Oui, bah oui. Oui, mais un prestataire extérieur, effectivement, on n'est pas sur 26, on est sur du 35, mais parce qu'on sait qu'il va se prendre 25% après. Voilà, c'est ça, ouais. Je parlais de prestataire, effectivement. D'accord. Et moi, ce qui m'intéresserait, c'est de voir ou d'échanger sur les outils. Tu as parlé de questionnaires trimestriels. J'imagine que tu as mis ça en place sur Claroline. Oui. Et savoir un petit peu quels étaient les items ou ce que vous cherchez à récolter comme information pour que ça soit pertinent. Je peux te montrer concrètement ce que ça donne. L'idée, en fait, c'est toujours pareil. On est sur une progression des apprentissages.
Donc, le questionnaire, il est construit de telle sorte à ce que finalement, les questions qui sont posées au tuteur soient progressives. La première séquence de formation pour un BP, c'est la sécurité. Donc, mes questions, elles sont claires, hein. Elles sont liées à quelles activités il encadre. Sur le plan du projet, est-ce qu'il a fait des premières démarches auprès de vous pour voir s'il a un petit peu une idée de projet? Est-ce qu'il vous a demandé des documents liés à la sauce, etc., ou l'entreprise, peu importe. Et sur le plan pédagogique, c'est des questions extrêmement précises sur le plan sécuritaire. Voilà. Et puis après, des retours sur le comportement global du stagiaire, le sérieux, le retard, etc. Et si je prends le questionnaire de fin de formation, là, on est sur des critères de réussite qui sont extrêmement exigeants pour le coup, qui sont liés plutôt à se rapprocher aux exigences attendues lors d'une épreuve certificative. Donc, je peux te montrer un peu ce que ça donne, si ça intéresse les autres, oui ou non, je sais peut-être. Donc là, si je fais mon questionnaire d'alternance numéro 1, est-ce que ça va bien lancer? Est-ce qu'il ne m'a pas déconnecté? Ouais, c'est bon. C'est du BP APT? Ouais, c'est du BP APT, c'est quelque chose d'assez simple. Donc, si un questionnaire, donc, est-ce que la convention sur le plan administratif est bien effectuée? Quelles sont les missions du stagiaire? Ça, c'est l'idée de contrôler finalement, vous savez, dans le domaine aquatique, moi qui connais bien ce petit domaine-là, j'aimerais savoir si les structures sont déjà en train de lui demander 80% de surveillance ou s'ils sont bien dans une action de formation. Donc, on a besoin d'avoir ce droit de regard. Sur l'investissement du stagiaire, question à trous, où il s'agit de répondre finalement comment le stagiaire se comporte au sein de la structure. S'ils ont des remarques complémentaires à faire. La conception du projet, où est-ce qu'on en est? Est-ce qu'il vous a parlé de cette épreuve de projet? Est-ce que cette idée de projet, est-ce qu'il en est déjà au diagnostic? Est-ce qu'il a commencé à travailler sur son diagnostic? Donc, en fait, on demande un petit peu concrètement où est-ce qu'il en est dans la construction de son projet. On lui demande aussi au tuteur s'il a besoin effectivement d'être clarifié sur cette épreuve-là, s'il a besoin d'un échange. Quelle famille d'activités au sein de sa structure est encadrée? Donc ça, nous, c'est pour avoir aussi un regard finalement sur les conventions de stage qui sont mises en place et est-ce que tout est fait? En domaine aquatique, on pourrait imaginer, est-ce qu'il fait de l'enseignement scolaire? Est-ce qu'il fait de l'aquagym? Est-ce qu'il fait de la surveillance? Qu'est-ce qu'il fait au sein de sa structure en fait? Et la sécurité en pédagogie, vous voyez, c'est extrêmement basique. On est vraiment sur des questions très sécuritaires. Est-ce qu'il parle suffisamment fort? Est-ce qu'il sourit, prend du plaisir? La conduite à tenir en cas d'accident? Il ne quitte pas les enfants du regard? Voilà, c'est des questions très basiques en fait. Alors, l'avantage de ces questionnaires qui sont quand même extrêmement précis, c'est que ça permet au tuteur d'avoir une idée des attendus finalement progressifs sur la formation. Donc, ça donne, si vous voulez, un regard de progressivité. Parce que si je vous montre finalement le dernier questionnaire, je vais tourner là, hop là. Alors là, je fais comme si de rien n'était, mais en réalité, j'ai un petit bug Caroline sur mon questionnaire en ce moment. Mais il s'affiche quand même. On en revient toujours aux premières questions de base. L'investissement du stagiaire, ça ne change pas. Là, vous voyez qu'on est vraiment sur des questions sur les activités publiques où je demande finalement un petit peu plus de détails sur les publics qui sont encadrés. Et vous voyez que la pédagogie, voilà, qui va être vraiment la partie la plus exigeante là-dessus, eh bien, les questions sont beaucoup plus précises. La consigne initiale présente la description de l'exercice et le critère de réussite. Le stagiaire semble correctement appréhender les risques liés à l'avion et il complète automatiquement les fiches de séance. Les consignes subsidiaires rappellent le critère de réussite et ajoutent le critère de réalisation. Vous voyez, j'ai mis en fait mes critères d'exigence que j'ai fixés sur le plan pédagogique au formateur, que j'ai considérés comme étant des critères d'évaluation pour les tuteurs au fur et à mesure de l'année. Et là, au moins, les tuteurs savent effectivement quels sont les contenus progressifs qui sont attendus en fin de formation. Et à la fin, et finalement, on fait d'une pierre deux coups. Questionnaire de satisfaction pour le tuteur et la structure. Êtes-vous satisfait de l'alternance qui a été programmée sur cette formation? Êtes-vous satisfait des outils moyens qu'on a mis en place pour la suivi de l'alternance? Donc, on retrouve bien la notion de coordonnateur d'alternance, Slack et Caroline. On invite la personne à savoir si elle est intéressée à devenir certificateur. Notre idée derrière,
elle est claire, hein, c'est de le lancer sur le MOOC évaluateur du RNSPF. Est-ce que vous êtes intéressé pour prendre un nouveau stagiaire? Et une dernière partie, cette partie est pour vous. Voilà. Donc là, on est côté tuteur. Est-ce qu'il y a quelque chose sur le côté stagiaire pour lequel il peut répondre, lui ou... Le stagiaire, c'est un outil que vous mettez à disposition de tous les crêpes, c'est ça, du réseau, qui permet d'évaluer, au tuteur d'évaluer la progression de l'apprenti ou du stagiaire pendant sa formation, c'est ça? Alors, Claroline Connect, c'est l'outil oui, qui je connais par le RNSPF, ouais. Et c'est vrai que là, l'outil que j'ai proposé, moi, c'est un outil qui est vraiment propre à moi. Hein. C'est-à-dire que ce n'est même pas propre aux autres collègues du CREPS. D'accord, c'est votre outil que vous mettez à disposition des autres. Ah ben, totalement, oui, pas de souci. Ouais. Et pour répondre à votre question, en fait, moi, j'utilise un autre outil pour les stagiaires, c'est Slack. D'accord. Et les outils qu'on a, par exemple, combien j'ai dit de E dans cette phrase-là, je ne sais plus. Et hop, encore un. Sur Slack, je vous en ai déjà parlé, je crois, certains. J'ai utilisé le studio RapidMOOC pour gérer les problèmes de compréhension de l'alternance et de la formation avec les stagiaires. Le positionnement est un temps privilégié où ça permet d'expliquer à tous les stagiaires qu'est-ce que sont nos attentes sur la formation. Qu'est-ce que c'est que la formation? Qu'est-ce que c'est que l'UC1? Qu'est-ce que c'est que l'UC2? Qu'est-ce que c'est que l'alternance? Qu'est-ce que c'est que les épreuves certificatives? Qu'est-ce qu'on attend de vous pendant la formation? Quel comportement il faut avoir pour être sûr de réussir? Toutes ces données-là, elles sont précisées lors du positionnement. Cette année, alors, franchement, je vous invite à le faire. Ça a été une super idée et ça marchera je pense que pour le coup, les autres formations sont en train de le mettre en place. En fait, très clairement, on a divisé les stagiaires en sous-groupes. On a fait 6 thématiques différentes et chaque stagiaire, pendant le positionnement, était chargé de construire un diaporama qui regroupe la totalité des idées des 6 thématiques identifiées pour construire par la suite une vidéo sur RapidMOOC qui permet de présenter à l'ensemble des acteurs de la formation, donc là je parle aussi de l'alternance, le tuteur mouvement apprentissage, la structure, le coordonnateur d'alternance, les intervenants, qu'est-ce que l'UC1, qu'est-ce que l'UC2, etc., etc. Et ces vidéos-là ont été le point de départ de la totalité des échanges qu'on a eus pendant l'année avec les stagiaires. C'est-à-dire que si on avait des questions avec les stagiaires, en fait, tout passait par par Slack pour le coup, puisqu'il y avait moyen de créer un échange avec l'ensemble des stagiaires. Pour ceux qui ne connaissent pas, peut-être, je vous montre en quoi ça consiste. Donc là, on a tous les canaux qui sont mis en place. Vous voyez, c'est des canaux de discussion. C'est un outil comme WhatsApp, sauf que le problème, c'est que WhatsApp, vous êtes obligé d'avoir un salon différent, vous êtes obligé d'inviter tout le monde à chaque salon, etc. Là, c'est un canal qui regroupe la totalité des personnes. Donc, vous voyez, par exemple, sur cette formation, je dois avoir à peu près 72 personnes inscrites qui permet d'avoir finalement un échange permanent dans la formation. Et même pour l'alternance, vous voyez, on a une partie coordonnateur d'alternance. Donc là, par exemple, le dernier document que je vais transmettre, c'était le bilan du stagiaire. Donc, chaque coordonnateur d'alternance est tenu de me faire un bilan finalement de son année. Le stagiaire, il a l'occasion de prendre une réunion avec moi en tant que coordonnateur de formation et on a de toute façon une réunion biannuelle avec les stagiaires en individuel et collectif pour faire le bilan. Et on a cet outil de communication permanent qui permet d'échanger avec la totalité des stagiaires en individuel ou de manière collective. Et donc là, par exemple, si je prends le canal UC1 et 2 qui était un des objets, eh ben, les intervenants étaient présents, les intervenants concernés par cet UC étaient présents, les stagiaires aussi. Les tuteurs sont tous invités obligatoirement. Et comme j'ai fait plus de 10 000 messages sur ce canal, les premiers messages ont disparu. Ça, c'est le problème. Mais c'est comme ça. Voilà. Et effectivement, par exemple, dans chaque début de canal, j'avais une vidéo construite par le stagiaire, par les stagiaires,
sur Rapidemove qui présentait chaque UC. Ça a été une réussite. Hein. Et pour l'alternance, ça a très bien marché en fait. Je pense que tout est lié en fait au choix des outils qu'on va mettre en place. Et par contre, adhésion aux outils obligatoires. C'est-à-dire que c'est pour ça que j'ai missionné les coordonnateurs d'alternance. Ils ne repartaient pas de l'organisme de formation si les tuteurs, les structures n'étaient pas connectés. C'est impératif. Voilà. Les intervenants ne sont pas payés s'ils ne sont pas connectés. C'est un choix, mais finalement, c'est bien parce qu'une fois que c'est mis en place, voilà, ça marche, quoi. Je vous laisse pantois. Slack, c'est payant ou c'est une version payante pour garder tous tes messages peut-être C'est ça. C'est ça. Ah, okay. C'est payant si tu veux conserver tes messages. La première année, j'ai eu 7500 messages. Mais cette année, j'ai demandé aux stagiaires de ne pas utiliser WhatsApp parce qu'ils avaient fait un groupe WhatsApp entre eux. Je leur ai demandé de créer un groupe entre eux sur Slack. Et en fait, c'est eux qui m'ont planté parce qu'ils ont fait plus de 2000 à 2500 messages sur leur canal réservé. Et ce qui fait que j'ai dépassé les 10 000. Après, on est en train de réfléchir au sein du CREPS pour finalement avoir une option payante. Donc, Slack, c'est gratuit jusqu'à 10 000 messages. C'est ça. On peut avoir autant d'espace qu'on veut. C'est gratuit. On peut mettre autant de personnes qu'on veut. C'est gratuit. On peut mettre plein de messages, des pièces jointes, etc. Alors, les pièces jointes, j'ai interdit là aussi, sauf si par un canal aléatoire, il y a des stagiaires qui se mettaient des vidéos, des interventions qu'ils faisaient ou des trucs. Ça, je trouve ça plutôt sympa. Mais les intervenants, par contre, les cours, c'était sur Claroline. Voilà, il fallait s'y tenir, quoi. Les documents administratifs, c'est sur Claroline. Voilà, on se tient. Les tuteurs, les documents, les questionnaires, c'est Claroline. On s'y tient. Si je puis me permettre une question par rapport aux questionnaires. Les questionnaires, en fait, il y en a combien en tout dans l'année qui sont distribués, envoyés? À qui? Aux tuteurs. 3. 3. Tous le renvoient? C'est obligatoire. J'ai un délai de 15 jours que j'ai fixé. Les coordonnateurs de l'alternance ils ont une petite pression. Il faut savoir que les coordonnateurs d'alternance que j'embauche sont des auto-entrepreneurs. Vous voyez ce que je veux dire, ils ont des heures là-dessus, ils doivent le faire. Donc, ils mettent la pression, mais ces questionnaires, oui, sont automatiquement remplis. C'est le coordonnateur de l'alternance qui vérifie l'envoi et la réception du questionnaire, c'est ça? L'envoi, il n'y a pas d'envoi en fait, puisque au début d'année, le tuteur est connecté à Claroline. Il y a une date d'ouverture du questionnaire, une date de fermeture du questionnaire. Et là, il y a 15 jours de délai où le coordonnateur alternance va faire le lien avec le tuteur en lui disant « Dépêche-toi, tu as un petit questionnaire à remplir, ça te prendra 5 minutes, mais tu dois le faire. » Voilà. Mais ces questionnaires-là, et les visites, il y a forcément les visites de la part du coordonnateur de l'alternance. Oui. Ouais. Et quelle garantie vous avez que c'est bien le bon tuteur qui remplit le questionnaire? Justement, le choix du coordonnateur d'alternance. Puisque le coordonnateur d'alternance qu'on a choisi connaît normalement les structures de la discipline qu'il suit. Okay. Oui, c'est des anciens stagiaires de cette formation qui travaillent encore en tant qu'auto-entrepreneurs tous pour pas mal de structures environnantes à la ville. Et donc, de fait, ils connaissent tous les intervenants de ces structures-là. Donc, là-dessus. Et puis, on a bien sûr, j'ai oublié de le mentionner, la réunion des tuteurs en début d'année. Qui est plutôt, si on parle de cette réunion, je n'allais pas y venir de suite, mais vu que vous l'évoquez, elle est comment, votre réunion? Il y a tout le monde? Oui. Est là? Cette année, j'avais 11 stagiaires au démarrage. J'en ai plus que 8 parce qu'il y a eu le pass sanitaire qui m'a fait sauter 2 personnes et puis une personne qui a arrêté. Et j'ai eu 15 tuteurs présents à la réunion des tuteurs. Par contre, j'en ai eu 3 en visio en même temps. C'est-à-dire que j'ai fait présentiel et distanciel en même temps. Voilà. Donc, c'est pas mal. Mais c'est pas, encore une fois, l'avantage encore de ce système-là, c'est que c'est vraiment dommage. Je ne crois pas que ça soit disponible. Mais le compte-rendu de ma réunion tuteur est sur Slack, disponible en vidéo, puisque je l'ai enregistré, je l'ai fait en live. Voilà.
Donc, l'avantage, c'est que tous les tuteurs qui sont obligatoirement sur Slack, qui sont obligatoirement au canal en question, ont visu effectivement de la formation des tuteurs. Que voilà. Et ces questionnaires tuteurs, ils concernent aussi les maîtres d'apprentissage? Ah oui, bien sûr. Quand je parle tuteur, je globalise. Non, tuteur, on est bien d'accord, on est bien sur le suivi de l'alternance. Si vous avez d'autres expériences à nous faire remonter, on est preneur. Hein. Anaïs, comment ça se passe du côté du nautisme? Ça va. Justement, on avait réfléchi un peu avec notre coordinateur pédagogique sur pourquoi pas insérer des coordinateurs d'alternance pour des petits groupes de stagiaires. Donc bon, on est encore en réflexion là-dessus, mais c'est vrai que ça peut être vachement sympa parce qu'il n'arrive pas à bien tous les suivre. Enfin, ça prend trop de temps, quoi, pour avoir un suivi personnel un peu plus poussé. D'accord. Moi qui connais bien le milieu fédéral, on avait même, au-delà, on n'avait pas des coordonnateurs alternance, on avait des co-coordonnateurs de formation. C'est-à-dire que sur le plan régional, on avait une personne, une entité centrale. Et quand la région est relativement grande, eh bien, en fait, on embauchait des co-coordonnateurs de formation avec un cahier des charges à suivre pour coordonner une formation fédérale. Donc, ça allait au-delà. Et là, pour le coup, le co-coordinateur de formation gérait tout. Hein. C'est-à-dire qu'on construisait la maquette de formation avec lui, le contenu était obligatoire. Et après, effectivement, tout ce qui était lié à l'alternance, c'était dans ses missions. Ok, sympa à savoir aussi. Comme autre option. L'idée, c'est d'augmenter aussi un petit peu l'équipe pédagogique, en fait. Hein. Élodie, comment ça se passe du côté de chez vous? Ça se passe, je reprends un peu les termes de Sandrine, hein, on cherche à se libérer du temps et c'est globalement le cas pour, je vais dire, au moins la moitié de l'équipe ici de PTP, que ce soit jeunesse, animation et sport. Et du coup, on court tous parce que on assure tous nos 2 visites par an. On assure tous les certifications, les EPMSP. Et donc là, j'avoue que ce que tu viens de proposer, c'est quand même très brillant. Et j'étais justement en train de rédiger un mail pour être réactif. Non, mais c'est vrai qu'on a certains coordos ici qui ont 4 ou 5 formations à suivre. Et on sait que clairement, on n'est pas du tout dans les clous et qu'on arrive à des situations compliquées avec les collègues qui sont débordés, quoi. Donc là, pour le coup, le cordeau d'alternance, c'est une brillante idée, à mon avis, qui va être rapidement pompée. Merci, Cyril. Oui, il faut pomper. C'est des idées aussi comme ça qui nous renvoient aussi à une réalité qu'on vit finalement dans notre région. C'est la concurrence, la très forte concurrence qui est du CFA local. Hein. On n'est pas mécontent qu'il soit développé, c'est très bien pour lui, mais en fait, en réalité, c'est devenu une machine de guerre, avaleuse de formation. Formapi, c'est ça? Oui, Formapi, qui a développé et ça devient extrêmement difficile finalement. En fait, le modèle d'organisme de formation qu'on a construit, ça pourrait faire l'objet d'un jeudi du RNSPF. D'ailleurs, je vais vous en proposer un là-dessus. Vous verrez que ça sera assez bluffant, puisque dans mon activité, je suis auditeur Calliope à côté, hein, pour ceux qui ne le savent pas. Et j'ai audité un OF qui fait du 100% distanciel, qui était à la base 100% présentiel. Et c'est pas du tout dans le sport. Mais par contre, vous serez bluffé par finalement la différence qu'il faut entendre parler finalement d'un OF. Un OF maintenant, un OF 2.0, n'a strictement plus rien à voir sur le plan humain, ressources humaines, ressources matérielles, sur un OF comme on est encore nous actuellement. Et vous verrez, alors le jeudi du RNSPF, hein, cette personne, sa formatrice, qui est une formatrice qui ne voulait surtout pas quitter le présentiel,
ne jurent maintenant plus que par ça. Donc, je vous présenterai cette machine de guerre qui est devenue en moins d'un an. La première fois que je les ai audités, ils avaient 3 salariés. Je les ai audités un an après, ils étaient 25 salariés. Donc, et très rapidement parce que, en fait, voilà, il y a des organismes de formation qui ont su s'adapter avec finalement le confinement de 2020. Formapi, qui est un énorme CFA, qui a su s'adapter aussi avec la chute et la perte des rentrées d'argent de la taxe d'apprentissage. C'est devenu une machine de guerre. Et nous, on fonctionne encore à l'ancienne. C'est-à-dire qu'on a tendance finalement à croire que les gens vont venir chez nous parce qu'on est Krebs. C'est fini. C'est-à-dire que les gens viennent chez nous parce qu'ils ont vu qu'il y avait des formations. C'est-à-dire qu'il faut être une vraie machine de guerre sur le plan communication pour maintenant attirer les stagiaires. Et là, je me retournerai vers M. Laborde. L'apprentissage est le parfait tremplin pour accueillir des stagiaires dans nos formations maintenant, quoi. Et on n'a peut-être pas su, nous, de notre côté, prendre le bon virage pour le coup. Avec l'aide exceptionnelle, il y a une montée en charge très importante. J'ai les derniers chiffres de l'enquête qu'on a pu faire sur 2021. On a plus 35% d'augmentation cette année, enfin en 2021. Et on a quand même multiplié par 6 le nombre d'apprentis depuis un certain nombre de temps. Et puis depuis la loi, je crois qu'on était à plus 94% la première année. Enfin, on est à près de 19 000 nouveaux apprentis chaque année avec le statut d'apprenti dans nos diplômes. Et de nouveaux apprentis, on est à peu près à 10 000 apprentis sur l'année 2021. Et le nombre de CFA a effectivement explosé. Vous êtes en train de me dire que Formapi, c'est 18% des apprentis sur la France, en fait. Oui, il faut vérifier, mais oui. Je ne savais pas qu'ils formaient autant, mais effectivement, il y a une augmentation importante du nombre de CFA. Donc, on est passé, je vois, de 138 CFA en 2020 à plus de 218 recensés. Ah oui, c'est une belle augmentation, ça. Et ça fait 150% à peu près, pas loin. Oui, tout à fait. Et donc, ça se développe fortement. C'est vrai que dans le cadre de la loi, il y a quand même pas mal de choses qui ont changé dans nos secteurs en termes de financement au contrat. Et donc, ça facilite quand même le développement de ce dispositif-là, l'aide exceptionnelle. Alors, on nous laisse entendre que ça pourrait être prolongé, l'aide exceptionnelle, jusqu'à la fin de l'année, mais pour l'instant, c'est pas encore rien d'officiel. Après, il y a des problématiques. C'est vrai qu'avec Calliope, on s'attendait à ce qu'il y ait des organismes qui aient quelques difficultés. Il semblerait que pour l'instant, il n'y a pas eu beaucoup de dégâts suite à ce premier audit, en tout cas. Enfin, l'obtention de la certification Calliope. On verra l'audit intermédiaire si ça a des conséquences. Après, il y a la problématique là, en termes de financement, du niveau de prise en charge qui va être de chaque contrat, de chaque diplôme, qui est en cours de négociation avec France Compétences et les branches. Là, il devrait être un petit peu effectivement revu à la baisse dans les prochaines, à partir de 2023, je pense, parce que les décisions ont pris du retard, donc ça devrait être décalé jusqu'à la fin de l'année prochaine. Mais c'est vrai que la compétence des maîtres d'apprentissage et l'importance du suivi, c'est la clé du succès des apprentis ou des stagiaires dans nos formations, c'est la clé. Et c'est vrai qu'on a entendu un certain nombre de dérives de la part de certains organismes de formation qui acceptent, semble-t-il, de prendre des candidats qui sont et signer des contrats qui sont dans des entreprises qui ne correspondent absolument pas aux activités du diplôme concerné, semble-t-il. Après, il y a la question de est-ce que dans vos secteurs, les tuteurs sont formés? Est-ce qu'ils participent aux formations? Parce qu'il y a des prises en charge qui sont possibles par les OPCO notamment. Est-ce que les tuteurs, les maîtres d'apprentissage participent à ces temps de formation? Ça, je ne suis pas du tout de vision là-dessus. Et puis, troisième élément, c'est vrai que il y a le contrôle Calliope, mais il y a aussi un autre contrôle qui est prévu dans le cadre de la loi du 5 septembre 2018, c'est le contrôle pédagogique dans le cadre de l'apprentissage. Et c'est-à-dire que là, on est en train de mobiliser au sein des DRAGES. Je pense que notre collègue qui est ici
peux en témoigner. C'est vrai qu'on a créé un kit justement pour accompagner les DRAGES et mobiliser, puisque c'est ce contrôle pédagogique qui est nouveau. Avant, il y avait l'inspection d'apprentissage qui a été remplacée par une mission de contrôle pédagogique qui associe à la fois les représentants d'État, mais aussi des branches professionnelles et aussi les chambres consulaires, et qui est chargée de contrôler la mise en œuvre des formations sur les aspects uniquement pédagogiques et par rapport, dans le secteur, au référentiel du diplôme concerné, donc cahier des charges et de l'habilitation notamment. Donc là, il y a un gros travail. Vous risquez donc, j'espère en tout cas, cette mission va se développer. Vous allez avoir des contrôles qui vont se faire dans les prochaines semaines, les prochains mois, de la part de ces missions de contrôle pédagogique sur les diplômes d'État de nos secteurs. D'accord, c'est très intéressant ça. Quand vous parlez des contrôles pédagogiques, ça ne touche pas que l'apprentissage. On est d'accord, ça touche la mission de contrôle pédagogique, elle est prévue uniquement dans le cadre de l'apprentissage. D'accord. Okay. Par contre, il y a la mission de contrôle du dossier de l'habitation qui, lui, est déjà prévu. Et là aussi, il y a un travail en ce moment qui est fait pour créer un outil, un kit, d'ailleurs, qu'on va présenter le 16 juin à l'ensemble de nos réseaux des DRAGES, les référents notamment des DRAGES sur ce secteur-là, pour justement accompagner aussi cette mission de contrôle, puisque comme le contrôle d'apprentissage, effectivement, le contrôle de l'habitation peut se faire sur pièce et sur place, ou sur place. La différence, c'est que dans le cadre de l'habilitation, il y a des sanctions qui sont prévues dans notre réglementation, dans le code du sport, en cas de non-respect d'un certain nombre. Alors que dans le cadre du contrôle pédagogique, ça ne peut conduire qu'à des recommandations pédagogiques. Il y a quand même, c'est plutôt dans une démarche d'accompagnement et de recommandations pédagogiques par rapport à des choses qu'on peut relever lors des contrôles sur place ou sur pièce. Oui. Avec l'obligation de transmettre ce rapport dans le cadre de Calliope au certificateur de qualité, en cas de demande. D'accord. Et par contre, effectivement, s'il y a des dysfonctionnements, ça peut conduire la mission de contrôle pédagogique à saisir l'inspection du travail, à saisir les collègues de la DRAGES en charge de l'habilitation parce qu'il y a un dysfonctionnement identifié. Alors, y a-t-il des réactions? Moi, je peux en avoir une déjà. Je confirme qu'effectivement, le stagiaire AF qui se retrouve embauché dans un club de rugby ou de basket pour faire les 2 heures de préparation physique générale et c'est tout par semaine des athlètes, c'est le truc le plus classique qu'on rencontre. Et ça, pour nous, effectivement, nous, on n'est pas dans cette démarche-là. Mais après, voilà, quoi. Nous, on n'a pas ce rôle régalien. Et je pense que malheureusement, Madame Desson me confirmera, il y a un petit cumul de missions aussi au sein des DRAGES qui empêche aussi à un moment donné de faire aussi ces missions de contrôle, quoi. Petit problème d'effectif peut-être, non? Peut-être, oui. Aussi, léger. Mais, malheureusement, c'est vrai. Ça ne s'est pas amélioré de ce côté-là. Après, tel que vous le dites, tel que tu l'évoques, Cyril, c'est le souci après par discipline. Il y a des problématiques par rapport, mais là on déborde un peu de ce qu'on est, du thème de la séance, mais entre les disciplines, entre les enjeux de chaque discipline qui n'est pas forcément les mêmes. Voilà, donc je parle des aspects plus commerciaux comme peut être l'AF, qui ne résonnent pas de la même façon comme des disciplines plus associatives, plus comme le rugby. C'est ce que je veux dire. Voilà. Mais là, on déborde sur un autre. Mais ce n'est pas réel. Et sur la formation des tuteurs, maîtres d'apprentissage, oui, très bonne question. Donc, alors nous, on est un peu en retard par rapport à ça, très clairement. On a le MOOC des tuteurs qu'on a mis en place avec le RNSPF, qu'on met à disposition et qu'on ventile autant qu'on peut finalement à l'ensemble de nos tuteurs. Notre deuxième démarche est là en cours, c'est-à-dire qu'on a demandé à être habilité par la DRETS pour la formation de maître d'apprentissage qu'on a obtenue et qu'on est en train de construire pour justement la proposer en lien avec l'AFDAS, en fait, avec une prise en charge AFDAS. Donc, nous, on avance. Voilà. Mais effectivement, c'est un point sur lequel on est en train de travailler, on n'est pas encore au poil. Et est-ce qu'il est envisagé est-ce que c'est déjà envisagé que, par exemple, que le MOOC
le MOOC évaluateur soit imposé. Ben, c'est le rôle de la Dragès qui impose ou pas. Mais... Alors, il faudrait peut-être que M. Laborde était à Reims la semaine dernière, il pourrait peut-être nous dire. Mais très clairement, toutes les Dragès n'ont pas signé de convention avec le RNSPF. Donc, c'est difficile en fait. C'est compliqué. C'est un bon outil. On a une réunion de tous les coordonnateurs de ce MOOC qui est prévue la semaine prochaine, je crois. Ou non, le 16 juin, je ne sais plus. Des évaluateurs il me semble que c'est 16 juin. Oui, 16 juin, je crois. Ouais. Et donc, effectivement, on doit avoir une réflexion. Mais notre optique, là, effectivement, c'est qu'il y ait de plus en plus de Dragès qui le proposent. C'est ce qui, à l'ensemble des autres OF, hein. Pas forcément que Krebs, hein, ou ça peut être Krebs, Fédé, d'ailleurs, certaines Fédés qui le proposent aussi. Donc voilà, on est plutôt ouvert, hein. À la Dragès de Normandie, il le propose à la totalité des OF de la Normandie. Je ne pense pas qu'effectivement ce soit une obligation parce qu'il y a une liberté pédagogique. Après, donc chaque organisme de formation est libre de proposer les outils qui les convient. Mais après, effectivement, les bons outils, plus vous pouvez les diffuser pour permettre aux tuteurs et aux maîtres d'apprentissage de mieux accompagner nos stagiaires, effectivement, c'est un plus. Mais... Il y a déjà un MOOC. Il y a quand même des financements. Il y a des financements des OPCO. Et je pense qu'effectivement, il faut qu'ils puissent en bénéficier. Aussi, ils peuvent se renseigner auprès d'AFDAS ou une formation, parce que là aussi, il y a des prises en charge prévues par la loi et c'est dommage de ne pas en bénéficier. Bon, après, ça demande du temps aussi de formation, mais il y a des moyens disponibles, y compris pour les petites structures, pour avoir une prise en charge financière, pour financer la charge du maître d'apprentissage ou du tuteur. Alors, est-ce qu'il y a d'autres réactions? Écoutez, on a fait le tour. Voilà, écoutez, c'était un petit retour d'expérience sur l'alternance. Donc, j'espère que... Excusez-moi, juste, on avait prévu... alors, c'était sur le DEFIDOM, comme ça, ce n'est pas encore sorti, les résultats ne sont pas sortis. On avait prévu un groupe de travail éventuellement sur la gestion de l'alternance, sur la FOAD. Et certains s'étaient positionnés, je ne sais plus qui exactement. Alors, c'est ma collègue Marion Sancy qui gère ça. Et elle n'est pas connectée avec moi là. Donc, le mieux, c'est de la contacter. En fait, je vais vous mettre son mail et puis vous lui poserez la question. D'accord? D'accord, ouais. Et après, ça serait voir si on peut faire des échanges de bons procédés ou de bonnes pratiques sur les outils. Cyril, toi, si tu veux bien partager ton questionnaire, ou si les autres en ont. Moi, dans mon cas, je reprends un BPAPT. Effectivement, il n'y a rien en place. Donc, pour avoir des exemples ou construire un questionnaire ou récupérer un questionnaire, ça peut être une proposition. Maintenant, il faut que vous soyez d'accord pour partager. Mais c'est le principe même du RNSPF, le partage. Donc, il n'y a pas de problème. Alors, le plus simple, là, ça sera finalement que tu intègres la plateforme, la formation, que je te mette comme étant intervenant, par exemple, de la formation. Et comme ça, tu peux prendre des idées. Et voir... ça serait voir comment on peut soit l'intégrer. L'intégrer, moi, je l'ai intégré, de l'intégrer en l'intégrant et en le réintégrant en l'intégrant. Et en fait, j'en arrive au niveau de Claroline Collect parce que j'ai des bugs qui arrivent parce que j'ai fait trop de copier-coller. Donc, là, tu vois, pour le dernier questionnaire, je disais que j'ai des bugs. Il va falloir que je supprime les questions, que je les retape parce que c'est du copier-coller, et ça ne supporte plus ça. Donc, méfiant, je préfère te le dire. Ouais, d'accord. Mais par contre, tu peux prendre les questions, il n'y a pas de souci. Il y avait pour projet de changer de plateforme. Il y a eu des discussions par rapport à ça déjà ou... Oui, ça discute petit à petit, mais on est encore sur des réunions de travail, quoi, et le cahier des charges n'est pas encore construit.
ça avance petit à petit, quoi. Voilà, on a une réunion à Lyon qui est prévue début juin. On a déjà fait une visio là-dessus. On a rencontré les prestataires extérieurs, mais ce n'est pas si simple que ça, en fait. Voilà. Donc, pour la rentrée, de toute façon, ce sera toujours Caroline, a priori. Oui. On ne commence pas. Ouais, d'accord. Oui. Pour l'instant, ça demande du travail et donc, effectivement, ça nous demandera un petit peu de temps. Ouais, Pour ne pas se planter, en fait. Voilà. Nous, Gaël, on a fait des questionnaires. Alors, on ne l'a pas fait par Caroline pour les tuteurs. On a fait sous forme de Google Drive, là, tu sais, le questionnaire. Google Form. Google Form, oui. Et donc, on avait fait un modèle et après, chaque cordeau, selon sa spécialité, a un peu, tu vois, orienté les questions selon la spécificité du métier. Donc, ça, je peux également partager. Dans le sens où après, ça donne des idées de questions. Ouais. On fait bilan intermédiaire du tuteur vers janvier et un bilan final. C'est plus un bilan de compétences, on appelle ça. Il identifie un petit peu avec son stagiaire, hein, parce que c'est à deux qu'ils le remplissent finalement. Tu vois, c'est aussi un outil de travail ensemble, collaboratif. Ce n'est pas l'évaluation du tuteur en lui-même sur son stagiaire. C'est vraiment pour accompagner le stagiaire et le situer dans un bilan de compétences et de voir un peu quels sont les points à travailler davantage pour la suite dans le parcours de formation. Ça fonctionne plutôt bien. Voilà. Je peux te les envoyer. Ouais, bah, c'est sympa, merci. Très bien. Eh bien, écoutez, on va clore ce petit jeudi du NSPF qui aura été court mais intense. J'espère que merci pour votre participation. Merci à Monsieur Laborde pour sa présence. Merci Cyril. Merci à vous. Merci. Merci, au revoir. Bonne journée. Bonne fin de journée. Au revoir. Au revoir.